Alors, on continue donc notre examen donc, des champs magnétiques. Donc, cette fois-ci, on va dire, donner des champs magnétiques dans des situations expérimentales déterminées, précises. Hein. Alors, pour mettre en évidence donc les lignes de champ d'un champ magnétique, puisqu'on a dit que ces lignes de champ permettaient de lire en quelque sorte le champ de manière un peu simple. Alors, ça peut se faire presque physiquement, presque directement. Hein. On peut utiliser ce qu'on appelle un champ de boussole ou un champ d'aiguille de boussole. D'accord ? Et chacune de ces petites boussoles va s'orienter parallèlement en fait, au champ hein, et dans le sens du champ. D'accord ? C'est-à-dire que l'aiguille de la boussole indique en fait la flèche du champ B, si vous voulez. Donc ça, vous l'avez. Alors, vous l'avez sur certaines. Donc, je vous ai donné une liste de vidéos YouTube hein, sur lesquelles vous avez des expériences. Alors, avec donc un champ de boussole pour certains. Alors, bon, il y a maintenant que des aimants sur cette manip. Bon, on pourrait aussi engendrer. Alors, normalement, le champ magnétique, comme je vous le dis, s'engendre par des courants. Hein. Alors, vous avez tout un tas d'expériences où on engendre un champ magnétique par des courants. Alors, par des courants, il y a des formes géométriques particulières, d'accord ? Pour mettre en évidence ces lignes de champ, on utilise aussi, donc, à part un champ d'aiguille de boussole, on peut utiliser de la limaille de fer dispersée. Alors, la limaille de fer, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une toute petite boussole, quelque part, hein, c'est des copeaux d'acier, voilà, qui en fait ont les mêmes propriétés qu'une aiguille de boussole. Donc, il peut s'orienter parallèlement au champ magnétique, là où elle se trouve. Alors pour ça, il faut un peu la saupoudrer, parce que si on la pose sur quelque chose, avec les frottements, elle ne peut plus tourner, d'accord ? Voilà. Donc, voilà. Et puis en plus, il y a un phénomène assez curieux, que j'explique pas trop, c'est qu'une fois que cette limaille de fer, elle s'est orientée dans le sens du champ, elle va avoir tendance à s'agréger, hein, et elle forme, en fait, elle se forme en fil, en quelque sorte, hein, on voit sur les vidéos, qui suivent, en fait, les lignes de champ. Voilà. Donc, bon, c'est quelque chose qui est assez... qui permet de bien visualiser, on va dire, un champ magnétique. Voilà, donc comme je vous le dis, donc, le champ magnétique hein, exerce une distribution de force, en fait, un couple hein, sur une boussole, sur une aiguille de boussole ou sur un copeau de limaille de fer, bon, de sorte que ces derniers vont s'aligner sur le champ magnétique hein, et en plus, ils vont s'agréger pour mettre en évidence vraiment, les lignes de champ. Voilà, alors, vous avez, bon, il y a des formes, on va dire, un petit peu classiques. Alors, comment dirais-je, le système de base, un petit peu, c'est la spire circulaire. Donc, on va représenter cette spire. Alors, évidemment, il y a un générateur, mais qu'en gros, on ne représente pas. Hein. Voilà, on suppose que, voilà, on peut se contenter uniquement du champ magnétique engendré par l'aspire. Voilà, les fils qui apportent le courant en quelque sorte, on peut s'arranger pour que le champ magnétique qu'ils engendrent soit nul si on les tourne en fait, entre eux. Alors, évidemment, si j'ai un courant qui circule, il faut que je définisse une intensité. Si je définis une intensité, je vais prendre un sens arbitraire. Hein, voilà, d'accord. On l'a vu au début de l'année sur l'électrocinétique. Donc l'intensité du courant dans la spire. Alors on prend une spire. Alors une seule spire, c'est quelquefois un petit peu compliqué pour avoir un champ magnétique un peu important. Donc en fait, on va bobiner une spire sur quelques spires. Hein, voilà, de sorte que le diamètre, si vous voulez, du bobinage entre guillemets, reste très faible devant le rayon. Donc on peut considérer que c'est une spire d'un rayon R entre guillemets, un rayon moyen R. Voilà, donc on a besoin de cette intensité. Alors, le champ magnétique donc engendré par cette spire, on va dessiner un petit peu la carte de champ. Ça peut se recalculer par des formules qui ne sont pas votre programme. Voilà, alors le problème un petit peu qui va se poser, c'est l'orientation de ce champ magnétique. Comment est-ce qu'on l'oriente en fonction du courant ? Voilà, alors on va faire tout de suite deux schémas selon les deux sens possibles. Alors, comment je vais faire mon schéma hein ? Pour l'aspire, j'ai le plan de l'aspire, d'accord ? Et puis, j'ai un axe, j'ai un axe de symétrie. C'est un axe autour de lequel toute rotation de l'aspire est invariante, d'accord ? Donc, je vais considérer cet axe et je vais considérer un plan qui contient cet axe. En général, sur les expériences YouTube, ce plan, c'est le plan sur lequel on dépose les copeaux de limaille de fer. D'accord ? Voilà. Donc, c'est un plan qui est horizontal, si vous voulez, et la spire, elle est verticale, perpendiculaire à ce plan, d'accord ? Donc, elle intercepte ce plan en 2 points, essentiellement, d'accord ? Et je vais pouvoir représenter le sens des courants avec les symboles de flèches de vecteurs. Voilà.
Alors, je vous fais ça, ici, dans la place que j'ai laissée à droite. Alors, voilà. Alors, on va décider dans l'axe de la spire. Donc ici, la spire, elle intercepte le plan ici. Voilà. Et le courant, il va être, je vais considérer qu'il est dirigé vers moi. D'accord? Donc ça, j'oriente arbitrairement. Et donc, la spire, elle passe par-dessus le plan que je suis en train de décider. C'est pas bien symétrique, mon truc. Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai le courant I, d'accord? Donc la spire passe au-dessus. Donc là, le plan dans lequel je dessine, d'accord, c'est le plan contenant l'axe de cette spire. Cette spire, je répète, est perpendiculaire au plan dans lequel je fais le dessin. Hein. Elle passe en dessus et en dessous. En dessus, j'ai un demi-cercle. En dessous, j'ai un demi-cercle. En dessous, j'ai un demi-cercle. Voilà. Et puis, j'ai cette orientation du courant, d'accord? Alors, j'ai deux possibilités. Voilà. Alors, je vais refaire le même dessin. Ici, c'est toujours le courant I. I. Alors, deux possibilités. Ici, I, et on va dire, je vais le faire en dessous pour ne pas gêner. I est positif. Hein, et ici, donc, I est négatif. D'accord? Alors, le champ magnétique, qu'est-ce que je vous dis? Pour un point M appartenant au plan de la spire, donc ici, les points M qui appartiennent au plan de la spire, pour moi, ceux que je peux voir hein, dans le plan dans lequel je décide, c'est ceux-là. Pour un point M donc appartenant au plan de la spire, ce qui est marqué ici, le champ magnétique donc B de M au point M est perpendiculaire à ce plan. D'accord? Son sens est donné par le pouce de la main droite lorsque cette main se referme dans le sens conventionnel du courant. Alors, je rappelle que le sens conventionnel du courant correspond donc à l'orientation de la spire pour laquelle l'intensité du courant est positive. D'accord? Donc, dans le premier cas qu'on a, le cas qui est ici, hein, voilà le cas qui est là, je vais effacer. Ici, le I, il est l'orientation donnée par I, donc l'orientation donnée par I, c'est le sens conventionnel du courant puisque I est positif. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous imaginez que vous mettez votre main droite au milieu de la spire, d'accord, et que vous la refermez en suivant le sens d'orientation de I. Donc, comme il est positif, je répète, c'est le sens conventionnel du courant. Et à ce moment-là, votre pouce vous donne le sens de B pour un point M qui appartient au plan de la spire. Donc, pour un point M qui est ici, voilà, ça va me faire un champ magnétique qui est comme ça. Voilà, donc ici, c'est le B de M. Ici, c'est M. Ici, c'est B de M. Voilà, ils sont tous perpendiculaires. Voilà ce que ça donne. Ici, alors c'est ce que vous voyez à peu près, on voit des lignes de champ. Alors, si on voit la limaille de fer, alors la ligne de champ, comment est-ce qu'elle est, hein? On a à peu près, alors, oui, je suis ici, voilà. On a à peu près comme ça. Si je prends celui qui est vraiment sur l'axe, la ligne de champ, elle est comme ça, et ensuite elle passe comme ça. Donc tous les champs magnétiques, voilà. Et ensuite, ce qu'on a ici, c'est que la ligne de champ, elle se referme comme ça. Voilà. Voilà, donc ici, donc ça veut dire que là, si je dessine le champ magnétique hein, un petit peu ailleurs, je ne fais pas trop grand pour pas que ça prenne trop de place. Voilà, hein. Voilà, donc ici, voilà le champ magnétique. Hein. Et là, comme ça retourne, je l'aurai en fait ici, le champ magnétique. Voilà, d'accord hein. Donc voilà, je répète, donc une fois que vous avez l'orientation de ce champ, ensuite, il y a une continuité du sens. Hein. C'est-à-dire que, voilà, une fois que le champ magnétique ne change pas de sens, en fait, ne peut pas changer de sens le long d'une ligne de champ, en fait. Hein. Il y a une propriété spécifique du champ magnétique qui est liée à ça. Voilà, d'accord. Donc voilà à peu près ce que ça donne, d'accord. Et ce qu'on retrouve, donc, c'est quelque chose qu'on retrouve quand on fait des manips, on retrouve après une disposition qui ressemble à ce que je dessine ici pour les copeaux la limaille de fer. Alors, si on passe maintenant au deuxième cas, le cas qui est en dessous, donc ça veut dire que le sens conventionnel du courant, en fait, il est dans le sens opposé à mon orientation. D'accord? Puisque le I est négatif. Donc si j'oriente dans l'autre sens, j'aurai à ce moment-là I positif. Hein. Donc il faudrait que je prenne un I', si vous voulez, qui sera orienté dans le sens opposé à I. D'accord? Alors je ne vais pas faire
faire le dessin pour ne pas alourdir. Donc ça veut dire que je vais faire tourner maintenant ma main dans l'autre sens. Par rapport au cas précédent, je vais la faire tourner dans l'autre sens. Ce qui signifie donc que le champ magnétique, eh bien, ici, pour un point M qui est dans le plan de la spire, il va être dans l'autre sens. D'accord, voilà. Ok. Et ce qui fait donc que les lignes de champ, elles vont être orientées dans l'autre sens. Voilà, ici j'ai la ligne de champ qui tourne. Voilà, d'accord. Ici j'ai une ligne de champ qui est comme ça. Et là, voilà, j'ai la ligne de champ qui est comme ça. D'accord. Donc ça veut dire qu'ici j'ai un champ magnétique B qui est comme ça. B, voilà. Après, je le représente avec... Bon, de toute façon, ce qui est assez normal, parce que dès qu'on va s'éloigner de la spire, en fait, le champ magnétique, il va diminuer en norme. Donc, si je représente plus petit ici, voilà, c'est pas non plus... D'accord. Donc, ici, voilà, j'ai un champ magnétique, et là, le champ magnétique, en fait, il retourne. Il se retourne comme ça. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne, ces deux situations. Voilà. Alors... je vais reprendre la couleur ici. Alors au centre de la spire, on peut facilement calculer le champ magnétique, donc complètement au centre de la spire, ici. Voilà, là, d'accord. Sachant qu'ensuite, en gros, l'ordre de grandeur sera correct. D'accord. Alors dès qu'on va s'éloigner de la spire, il va décroître. Mais bon, ça veut dire que dans le plan de la spire, on va dire que l'ordre de grandeur est correct. Il augmente dès qu'on va se rapprocher du bord d'une spire. Donc on va s'approcher du courant, le champ magnétique augmente. S'approcher de la spire elle-même. Voilà. Alors au centre de la spire, donc la norme du champ magnétique, voilà, est donnée par ça. Alors vous avez ce mu0 qu'on appelle la perméabilité magnétique du vide. Donc ce mu0, voilà, sa valeur, c'est 4pi10-7. Alors bon, l'unité normale, c'est des H par mètre, c'est des Henry par mètre. On retrouve donc le Henry dans les coefficients d'auto-inductance. Voilà. Alors bon, cette valeur, on la prend comme ça. Alors l'unité de champ magnétique, donc c'est le Tesla. Alors c'est une valeur assez grande. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on prend? Typiquement, si n vaut 10, à peu près boucler 10 fois, c'est à peu près ce qui correspond à ce que vous voyez sur les manips. Bon, il faut prendre évidemment un fil de cuivre assez épais. Là, si je fais par exemple circuler 3,2 ampères dans un fil de cuivre, d'accord, je bobine 10 fois, ça me fait un NI qui vaut 32 ampères. C'est-à-dire qu'en fait, si je coupe vous savez que le I, c'est le débit de charge, d'accord? Donc, dans un fil, j'ai 3,2 coulombs par seconde. Ça veut dire que dans les 10 fils, j'ai 32 coulombs par seconde. Donc, tout se passe comme si, en fait, j'avais finalement pris un seul fil contenant 32 ampères, d'accord? Dans lequel circule 32 ampères. Bon, je prends un rayon de 2 cm qui correspond bien à ce qu'on fait dans les manips. Et vous voyez que si vous faites le calcul, ça fait un B de l'ordre de 10-3 Tesla, donc de l'ordre du milli-Tesla. Alors que le champ magnétique terrestre est encore plus petit que ça. Voilà, à peu près ce qu'on arrive à construire. Voilà. Alors voilà donc pour cette spire circulaire. Ensuite, autre cas, je vais monter ça, c'est le solénoïde. Le solénoïde, c'est un bobinage en forme de cylindre, d'accord. Voilà, alors là aussi on va faire deux dessins. Donc ça, vous l'avez vu sur les manips. Alors, il faut simplement... je crois que je ne peux pas le faire plus épais. Voilà, alors... on va dessiner d'abord ça comme ça. Alors ce solénoïde est normalement à une longueur beaucoup plus grande que son diamètre. Si on veut pouvoir... voilà, je vais le dessiner comme ça, parce que je vais en dessiner deux aussi, là. Voilà. Alors, il y a une petite ambiguïté dans ces cas-là. Donc, ce qu'il faut, c'est ce qui passe devant, il faut le mettre un petit peu plus épais. Voilà, sinon, on ne sait plus ce qui est devant et ce qui est derrière. Et ça a une importance ensuite pour les problèmes d'orientation. Voilà, donc on voit bien ce qui est devant. D'accord. Là, je refais pareil ici. Donc, c'est un petit peu plus gras, c'est ce qui est devant.
Voilà. Donc ici, j'ai le courant I. D'accord. Et j'ai toujours deux situations. Hein. Soit I, donc, est positif, soit I est négatif. Alors, la règle d'orientation, en fait, elle est la même. Hein. Voilà, je vais toujours mettre ma main à l'intérieur, en quelque sorte, du solénoïde, ma main droite, d'accord. Je vais la refermer dans le sens conventionnel du courant, hein, pour avoir donc le sens de B. Alors, il se trouve que B, à l'intérieur, hein, il est quasi uniforme, hein, à l'intérieur du solénoïde, dans la mesure où donc, le diamètre du solénoïde est très petit devant sa longueur. Hein. Alors, aux extrémités, évidemment, quand on sort du solénoïde, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire que voilà, aux extrémités, donc ici et là. Hein. Donc, quand on sort ici, évidemment, ça c'est plus vrai, mais à l'intérieur, vous voyez que les lignes de champ, vous voyez que les copeaux, hein, s'alignent. Voilà, et bon, de manière parallèle, évidemment, parallèlement donc, à l'axe du solénoïde, d'accord. Hein. Donc le champ magnétique, voilà, il est collinéral du solénoïde, quasi uniforme à l'intérieur. Donc, je vais vous donner sa norme, d'accord. Il faut juste connaître son orientation. Donc cette orientation, c'est toujours la règle de la main droite, hein, qui doit tourner dans le sens. Donc tout se passe comme si vous mettez votre main à l'intérieur du solénoïde. Vous la refermez dans le sens conventionnel du courant, d'accord. On a expliqué ce que c'était tout à l'heure. Et vous avez le sens de B. Okay, et ensuite, bon, ce champ magnétique, à l'intérieur, je répète, il est uniforme. Hein, et puis à l'extérieur, il sort en quelque sorte. De sorte que, je vous mets ici, à l'extérieur du solénoïde, le champ est nul. Alors, il est nul, le champ est nul. Voilà, je vais vous le remettre ici. L'endroit où il est à peu près nul, c'est plus ou moins là. Voilà. Alors, si le solénoïde était infini, hein, c'est souvent le modèle qu'on prend, voilà, on aurait effectivement un champ magnétique nul. Voilà, mais on peut dire que... Alors, c'est pas vers l'entrée et la sortie, si vous voulez, que le champ magnétique est nul, mais voilà, dès qu'on est à peu près voilà, juste à l'extérieur, là, on a un champ qui, entre guillemets, peut être considéré comme... Voilà. Alors, ici, donc, comment ça va être orienté? Si je mets ma main droite à l'intérieur et que je tourne dans le sens de l'orientation du courant, hein, alors que je peux remettre cette sens d'orientation, voilà, hein, le courant I est orienté comme ça, en fait, voilà. D'accord. Voilà, ça fait que, alors, chacun le fait, d'accord, ce qui fait que le champ magnétique à l'intérieur, il est comme ça, d'accord, enfin, chaque point, voilà, il est orienté comme ça, et on va avoir des lignes de champ qui vont suivre le champ magnétique, qui ensuite vont sortir comme ça, voilà. Voilà, d'accord, et à ce moment-là, la ligne de champ, le champ magnétique ne change pas de sens, hein. Donc, voilà. Voilà, donc on a ici notre champ magnétique, orienté donc comme ça. Voilà. Ici, donc, dans le deuxième cas, comme le I est négatif, vous changez, en fait, vous prenez I' qui vaudrait moins I, hein, et qui serait orienté dans l'autre sens. Donc, et ça vous donne à ce moment-là, ce que je ne vais pas décider, donne à ce moment-là le sens conventionnel du courant. Voilà. Et donc, voilà. Donc, si vous mettez votre main, vous la faites tourner dans le sens opposé à la flèche, puisque cette flèche a le sens opposé au sens conventionnel du courant, vous trouvez un B qui va dans ce sens-là. Voilà. Voilà, ce qui fait que les lignes de champ, elles sont orientées comme ça. Voilà. Voilà, donc les deux essentiellement dispositifs qu'on va envisager pour engendrer le champ magnétique. Et bien souvent, vous allez voir, quand on va faire le chapitre suivant sur l'induction, hein, on va assez vite supposer en fait qu'on a un champ magnétique, on suppose uniforme, et on ne se préoccupe pas trop de quel système de courant l'a engendré. Voilà, alors, qu'est-ce que... Voilà. Alors, la norme du champ magnétique, voilà, bon, on a une formule, hein, elle est donnée par cette formule-là. Alors, on retrouve le mu0, bon, qui est la perméabilité magnétique du vide, donc sa valeur c'est 4pi10-7, je vous la redonne évidemment. Ça va dépendre ici, alors grand N,
c'est le nombre de spires, comme on avait noté tout à l'heure, et petit l, c'est la longueur du solénoïde, de sorte qu'on introduit souvent cette longueur, parce qu'en fait, le champ magnétique dépend du rapport, dépend de la densité, si vous voulez, du nombre de spires par unité de longueur, et dépend de ce nombre petit n, qui est grand N sur petit l, donc c'est le nombre de spires par unité de longueur, qu'on retrouve ici, et puis là, bon, j'ai la valeur absolue de I. Donc ça nous fait aussi des champs magnétiques qui sont de même ordre de grandeur que ceux qu'on avait au niveau de la formule précédente, sauf que là, je dirais, il est à peu près uniforme à l'intérieur du solénoïde. Voilà. Alors, ce qu'on va dire donc pour conclure, c'est que d'une manière générale, voilà, le champ magnétique donc satisfait un principe de superposition comme le champ électrique. D'accord. Donc ça veut dire que si vous avez deux distributions de courant, vous avez deux spires, par exemple, voilà. Le champ magnétique en un point, c'est la somme des champs magnétiques que j'aurais si j'avais respectivement une seule spire présente. Voilà, donc d'accord, donc ça veut dire que... Alors évidemment, il faut faire des additions vectorielles. Voilà. Bon. Voilà. Alors, on va passer au dernier cas du champ magnétique. Le champ magnétique engendré par un aimant. Alors, comment dirais-je, d'un point de vue historique, évidemment, je renverse un petit peu les choses. On sait depuis l'Antiquité que, au moins, je ne sais pas, voilà, qu'il y a des matériaux qui ont ces propriétés d'aimantation, d'accord. Bon, alors on oublie ça en quelque sorte momentanément. On dit que le champ magnétique est engendré par des courants, d'accord. Et en ce moment-là, on découvre, si vous voulez, qu'il y a des matériaux qui a priori ne sont pas alimentés par des courants électriques, qui vont orienter la limaille de fer comme un circuit électrique. Voilà. Donc cet aimant, ces matériaux particuliers, formés à partir de fer, etc., souvent, on va en conclure qu'eux aussi, ils engendrent un champ magnétique. D'accord. L'interprétation qu'on en a donnée, si vous voulez, c'est que il existerait, c'est assez compliqué, mais voilà, pour ça j'utilise un peu le conditionnel, il existerait dans la matière donc des spires de courant microscopiques, dont les champs magnétiques superposés, comme je viens de vous le dire, forment le champ magnétique engendré par l'aimant. D'accord. Donc on peut imaginer qu'à l'intérieur, forcément, j'aurais des courants spontanés, alors à l'échelle microscopique, à l'échelle des atomes, et si ces courants sont tous bien arrangés les uns avec les autres, à ce moment le champ magnétique engendré par chacun de ces courants, ils sont en interférence constructive, si vous voulez, voilà. Et à la fin, je vais avoir un champ magnétique assez important à l'extérieur donc de l'aimant. Voilà. Alors, ce que j'ai marqué, donc ici, alors, il y a ces histoires de pôle nord et de pôle sud sur un aimant. Alors, pourquoi pôle nord et pôle sud? En fait, un aimant, si vous le posez sur quelque chose, vous le faites flotter, en fait, vous le posez sur un morceau de bois, vous le mettez dans l'eau. Ce qu'on a remarqué, c'est que cet aimant, il y avait forcément une extrémité de cet aimant, il y a toujours la même extrémité de l'aimant qui s'oriente vers le pôle nord de la Terre. D'accord. Voilà. Ok. Donc à la base, un aimant, ça ne servait pas tellement à attirer ça ne servait pas à se mettre sur un tableau pour accrocher des choses. Voilà. Et c'est ce que ça remonte à la Chine ancienne. Voilà. La boussole antique, elle était formée par un aimant qu'on posait sur de l'eau avec quelque chose qui le faisait flotter, et on remarquait que même si on perturbait l'aimant, il est toujours surorienté dans une direction donnée, et donc il pointait essentiellement vers le pôle nord de la Terre. Donc on va désigner à ce moment-là cette extrémité de l'aimant, qu'on trouve donc de manière expérimentale, on va la désigner comme étant le pôle nord de l'aimant. D'accord. Et à ce moment-là, ce qu'on demande d'admettre, parce que ça, le champ magnétique, on n'a pas de formule, que le champ magnétique, en fait, engendré par l'aimant, il sort du pôle nord et il rentre vers le pôle sud. Voilà, c'est ce que je vous mets ici. Alors, on va le dessiner. Donc, on va dessiner l'élément. Alors, vous avez vu sur les vidéos, il y a toujours quelque chose qui est peint en rouge, et puis le reste qui est laissé comme ça. Voilà, donc ce qui est peint en rouge, voilà, c'est le pôle nord.
Et ce qui est peint en bleu, c'est le pôle sud. Voilà. Et ensuite, donc, le champ magnétique engendré, bon, je vais le faire en vert pour une fois, il sort forcément du pôle nord pour aller vers le pôle sud. Donc ça veut dire que les lignes de champ, elles ressemblent à peu près à ça. Alors voilà. Voilà, on peut même avoir des lignes de champ comme ça. Alors ici, non, ouais, il y a un problème. Bon, vous la dessinerez. Alors. D'accord. Voilà, donc voilà, ça va dans ce sens-là, ça sort ici et le champ magnétique, il re-rentre par le pôle sud. Ça marche pas, voilà. Voilà, donc la disposition du champ magnétique engendrée par un aimant.